Quel avenir pour la centrale EDF de Cordemais? La question était au cœur d'une réunion publique ce mardi. Adrien Godet. Les syndicats de la centrale de Cordemais ne cachent plus leur inquiétude. Alors que la direction du site a déjà annoncé une fermeture partielle en 2018, c'est l'adoption prochaine d'une taxe carbone qui menace l'existence même de l'usine. Le coût du revient du mégawatt produit au charbon, compte tenu de la taxe émise sur le CO2, deviendra complètement en dehors du marché. À l'heure actuelle, le marché est autour de 30 €. On produit, nous, autour de 30 €, sauf qu'avec un prix du carbone à 30 € la tonne, ça nous fait un prix de vente de notre mégawatt autour de 60 €. Et donc, on ne pourra plus économiquement tourner. Des syndicats qui tirent la sonnette d'alarme et demandent le soutien des élus locaux. Ils le répètent, la fermeture de la centrale aura un impact économique sur la région. J'ai écrit au Premier ministre pour bien mettre en avant que la fermeture ou les craintes qu'on a sur cette centrale de Cordemais, même en termes d'emploi, en termes de développement économique sur ce territoire, est très très préoccupant pour des élus locaux. Plus de 300 personnes ont assisté à la réunion publique. Parmi eux, on trouve des délégués syndicaux de Donge ou du Havre et surtout des Cordemésiens. Il y a quand même des inquiétudes sur ce que j'ai entendu, où on risque d'être déficitaire et manquer de courant aujourd'hui. Au XXIe siècle, dire aux Français on va être obligé de vous couper parce qu'on n'est pas capable de produire, ça devient inquiétant quand même. Une pétition a été lancée sur Internet pour la défense du service public dans l'électricité. Elle a déjà récolté plus de 4500 signatures. À Nantes, comme dans d'autres villes de France, des salariés d'SFR ont débrayé ce mardi. On nous augmente nos objectifs de façon qu'on n'atteigne pas nos primes. Donc aujourd'hui, on est sur une perte de chaque salarié d'à peu près 40% de salaire, ce qui est inconcevable. Donc aujourd'hui, ce plan dit volontaire, on nous encourage déjà à partir. D'accord ? Donc aujourd'hui, effectivement, nous nous battons pour le maintien, je vous répète, de nos emplois et de nos salaires. Forcément, on est inquiet pour l'avenir puisqu'il y a 5000 suppressions de postes. Même si ça ne nous concerne pas directement, comme je vous disais, on ne le sait pas du tout encore. On est quand même solidaire des 5000 postes qui vont être supprimés. Ce n'est pas une fin en soi puisque la société fait des bénéfices. Et là, elle se retrouve à vouloir supprimer 5000 postes pour faire le même travail. Il s'était mobilisé dès lundi matin pour réclamer l'ouverture d'une 9e classe à Orvault. Réponse positive pour les parents d'élèves. Avec plus de 32 élèves dans certaines classes, les parents étaient en colère depuis la rentrée. Ce mardi, l'ouverture d'une nouvelle classe a été validée, à leur plus grand soulagement. Ce mercredi, c'est la rentrée sociale. 2 rassemblements sont prévus en fin de journée devant les nefs sur l'île de Nantes. Ce mercredi, la mobilisation à Nantes débutera dès 16h30. À l'appel notamment du syndicat CGT-AGO, un rassemblement est prévu face à la Maison des Hommes et des Techniques. Objectif, dire non au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont les travaux pourraient être lancés dès cet automne. Une heure plus tard, c'est la loi travail qui sera au cœur du meeting commun interprofessionnel organisé sur ce même site des chantiers. À l'appel de la CGT, de Force ouvrière, mais aussi de l'UNEF, de Solidaire et de la FSU, les salariés sont invités à se rassembler. En tête d'affiche, les 2 très médiatiques patrons des centrales syndicales, Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly. Pour tous, un mot d'ordre, l'abrogation de la loi travail. Pour l'heure, pas de perturbations à prévoir dans les transports en commun, même si le trafic sur l'île de Nantes pourrait être impacté. A noter que les groupes Nantes Révoltés et Nantes Nuit Debout n'appellent pas à se joindre au mouvement. En revanche, une nouvelle mobilisation est prévue le 15 septembre à Nantes. Rencontre à présent avec un artiste euraiséen qui s'apprête à partir pour l'Afrique. Depuis 17 mois, en fait, je suis sur un projet pour l'Afrique et là, je pars le 8 septembre faire Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Bénin. Je vais faire 6 villes et dans ces 6 villes, je vais rendre hommage à une femme et un homme à chaque fois. Donc en fait, chaque couple va être représenté sur des murs de chaque ville où ils habitent. C'est pas des personnes qui sont très représentées dans leur ville, qui sont pas médiatisées, pas assez en tout cas à mon goût. Et donc là, c'est une manière en fait de leur rendre hommage et famage pour les femmes. Pour réaliser chaque portrait, en fait, j'utilise la technique du pochoir, c'est-à-dire que je découpe dans du papier de 200-250 grammes, je découpe des trous qui sont bien spécifiques et un carton où j'ai fait les trous est égal à une couleur. Et
En superposant tous ces pochoirs, ça me donne le visuel souhaité. J'ai choisi de faire ce projet en Afrique parce que c'est un rêve d'enfant. Depuis vraiment que je suis tout gosse, j'ai envie d'aller en Afrique. Je suis là pour aussi m'adapter au climat, aux gens, aux traditions. Donc même si je suis un peu anxieux avant de partir, j'y vais avec le sourire, donc c'est l'essentiel. La deuxième édition de l'Open international de squash démarre ce mercredi à la Cité des Congrès de Nantes. Claire Villalon a assisté aux dernières qualifications du côté de Sautron. Top départ pour l'Open international de squash à Nantes. Pour cette deuxième édition, c'est plus de 50 joueurs inscrits et 16 nations représentées, un chiffre qui confirme la nouvelle place de l'Open dans le circuit mondial. C'est le plus gros tournoi pour l'instant de l'année en métropole, international en tout cas. Donc très important et au niveau des points, au niveau de l'argent, au niveau de beaucoup, ouais, c'est un très gros tournoi. En France, c'est le plus gros tournoi. Après le lieu unique l'année dernière, c'est donc au tour de la Cité des Congrès d'accueillir l'événement. À la Cité des Congrès, chaque billet vaudra pour 2 représentations, 2 matchs. Donc du coup, ça va commencer mercredi à 14h30. Il y aura 2 matchs, ce sera les 8e de finale. Ensuite, le mercredi soir, 21h. Et tout le reste de la programmation est disponible sur le site Open Squash Nantes. L'Open international de squash semble aussi avoir trouvé son public, avec plus de 4000 spectateurs attendus sur toute la semaine. Un véritable engouement. C'est spectaculaire. On n'est pas comme dans ces stades de foot où du coup on est éloigné, on va dire, de la star. Là, on est proche du joueur. Il y a cette notion de vitesse, d'explosivité. Les joueurs se donnent coup pour coup, bon, pas avec les poings, mais avec une raquette et une balle. Et du coup, c'est assez spectaculaire pour le public de pouvoir être si proche de ces combats et si proche du coup de ces joueurs. Et puis cette année, les femmes font leur entrée dans la compétition avec une Française, Chloé Mézic, en favorite. Du beau spectacle donc en perspective. On ne présente plus le festival Scopitone, mais à quoi ressemblera-t-il cette année ? Les réponses avec Éric Boistard, le directeur de Stéréolux, au micro de Benoît Balti. Il y a 14 installations dans le festival cette année. L'idée de la perception des données, la perception de l'espace, qu'est-ce que le numérique peut faire pour nous aider à percevoir des mondes qui sont un petit peu cachés. C'est ce qu'on a essayé un petit peu de montrer cette année. Alors on a évidemment un travail entre des artistes et des chercheurs, notamment dans le cadre de l'installation Unfold ou de Cinética, qui sont vraiment des collaborations entre les artistes qui sont des chercheurs quelque part et puis des scientifiques. On a aussi d'autres œuvres qui associent des artistes et des anthropologues. L'imagination n'est pas à la hauteur de ce que permet aujourd'hui la science et de ce que nous donne la science comme information. Et donc on essaye de transfigurer cela avec une notion de sensible. L'organique, la sensibilité, l'émotion, c'est un petit peu les mots qui peuvent caractériser cette programmation. Depuis 3 ans, la Nantes Digital Week et Scopitone sont organisés au même moment et chaque année, nous essayons ensemble de proposer une œuvre qui soit accessible à tous les Nantais. Donc l'an dernier, nous avions un mapping qui était réalisé par Aurélien Lafargue et Vincile sur le château des Ducs de Bretagne. Et cette année, nous avons demandé à un collectif russe qui s'appelle Toundra de venir à Nantes et de mettre en lumière la Tour de Bretagne. C'est les 40 ans de la Tour de Bretagne cette année, mais c'est une tour qui est devenue quotidienne, on ne la regarde plus cette tour. Donc là, on va proposer pendant 3 soirs du 15 au 17 septembre aux Nantais de redécouvrir leur tour, illuminée donc avec cette installation qui donc sera une création et une première française. Scopitone, c'est évidemment un festival qui travaille à montrer la création numérique mondiale, parce qu'on est à l'ère de l'Internet et donc nous avons aussi une position un peu particulière. C'est un festival il y a peu de festivals en Europe qui traitent de ce que traite Scopitone. Et donc cette année, nous accueillons 17 pays. Alors des pays européens qui sont bien représentés comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège, l'Italie, mais aussi les Américains. Il y a plusieurs musiciens américains qui viennent à Scopitone. Et puis nous avons, nous, des partenariats qui sont menés tout au long de l'année dans le cadre du projet Stéréolux avec le Québec, avec la Corée et avec le Japon.
Et dans ce cadre, effectivement, cette année, nous accueillons un nombre de Japonais important. Nous avons des partenariats avec le festival Digital Shock de Tokyo, à qui nous avons envoyé des artistes français. Et là, nous allons montrer le lauréat du festival qui s'est déroulé cette année à Tokyo. Et puis nous faisons aussi une rétrospective du Japan Media Arts Festival qui va nous permettre de présenter 9 films, 9 courts-métrages qui ont été programmés par ce festival japonais. Une des marques de fabrique du festival, c'est de se dérouler à la fois en journée et la nuit. Scopitone, ça démarre avec les expositions en journée, les ateliers, les spectacles jeunes publics, et puis ça se poursuit la nuit avec les nuits électro. Et cette année, donc, nous avons 2 nuits électro le vendredi et le samedi, qui sont des moments forts du festival, qui vont se dérouler sous les nefs, en plein centre-ville, avec évidemment un effort de notre part pour concevoir une scénographie qui sublime un petit peu ce lieu magique que sont les nefs. L'idée de cette année, c'est de faire 2 nuits électro à la fois sous les nefs et dans Stéréolux avec un seul site, et donc un petit peu dans le prolongement de ce que nous avions initié l'an passé avec l'expérience des casques où les gens pouvaient écouter la musique et danser sous les nefs avec des casques. Cette année, on a créé une boîte, ce qu'on a appelé la boîte d'ailleurs, qui est un immense dance floor qui fait à peu près 2000 m² et qui va donc être complètement designé, qui va être par le collectif Coin, qui est un collectif français, et qui va donc permettre aux gens d'avoir comme ça 3 scènes, 2 dans Stéréolux et 1 sous les nefs. Alors le festival cette année programme une quarantaine de musiciens et de DJ, donc c'est une programmation importante qui est vraiment orientée en direction de la découverte. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer un petit peu les grands DJ de demain, les grands musiciens électroniques de demain. Donc on a évidemment un panel très large, mais dans lequel qu'on pourrait peut-être résumer par 2 mots, Girl Power et Youth Power, c'est-à-dire on a une représentation des femmes importante sur cette programmation musicale et puis aussi des artistes très jeunes. On a un grand nombre d'artistes qui ont entre 16 et 25 ans, c'est-à-dire c'est le futur des musiques électroniques qu'on va présenter cette année à Scopitone.